Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode de Banous, nous avons la chance de recevoir Nicolas. Bonjour Nicolas, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci Laurent pour l'invitation. Je suis Nicolas Cano, responsable du développement international Modelux pour la plateforme Tmall, leader du B2C en Chine. J'ai rejoint le groupe Alibaba depuis 3 ans, basé à Paris, afin de déployer la plateforme luxe de Tmall, Luxury Pavilion, dédiée aux marques premium et luxe. J'accompagne donc depuis 2018 les marques de mode et de luxe, toutes catégories confondues, sur leur projet de digitalisation en Chine sur Tmall. Les marques peuvent y ouvrir leur propre flagship digital tout en contrôlant entièrement leur environnement et ainsi protéger leur brand equity. Puis j'interviens également auprès des grands acteurs du luxe afin de les sensibiliser au comportement d'achat des consommateurs chinois, aux innovations déployées au sein des écosystèmes digitaux et ainsi mieux préparer leur projet digital sur Tmall et au sein de l'écosystème d'Alibaba. D'accord. Eh bien, écoute, merci Nicolas pour ta participation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un univers que je ne connais pas beaucoup, en tout cas dans le digital, qui est l'univers du luxe. À l'heure actuelle, c'est quoi l'état des lieux du luxe sur le digital ? Alors, l'empreinte du digital, du numérique sur l'ensemble de nos vies a commencé en fait assez tôt. A commencé début des années 2000, où l'industrie du luxe a envisagé le digital comme un terrain de jeu assez important durant ces années-là. Mais pour la plupart des marques, le retail physique est longtemps resté la priorité, je dirais. Donc en fait, l'évolution digitale a été finalement assez faite à petits pas. Elle a commencé d'ailleurs au début des années 2000 avec Hermès et Gucci qui ont créé leur premier site marchand. Et puis Chanel et LV sont arrivés en 2005. Et en parallèle d'ailleurs de cette digitalisation qui s'est faite, je dirais, à petits pas, on a vu émerger surtout des boutiques physiques, des temples, de véritables temples du luxe où les marques ont pu exposer l'intégralité de leur collection, leur art de vivre. Mais c'est vrai que le digital durant cette période-là, c'est plutôt concentré sur quelques sites marchands, peu nombreux. Et c'est vrai que les points de vente physiques, finalement, étaient, je dirais, primordiales pour les marques. Et les marques se sont concentrées sur l'expérience client, d'ailleurs, à l'intérieur de ces points de vente. Et finalement, très peu sur l'expérience client au sein des plateformes digitales, ou en tout cas sur le digital. Et après, je dirais, oui, avec la pandémie, évidemment, tout a changé. En préparant ce podcast, j'ai quand même vérifié par acquis de conscience, on peut acheter un parfum Chanel sur le site Chanel. Et ça, je ne le savais pas finalement. Et donc, je me dis qu'il y a quand même encore du travail à faire pour ce type de marque pour justement promouvoir leur capacité à vendre sur le digital. Elles le font à reculons. C'est quoi leur état d'esprit ? Alors, elles ne le font pas à reculons, elles le font à leur rythme, je dirais. Donc, il y a un rythme, le rythme de la marque d'abord, et il y a le rythme aussi imposé par les situations qu'on doit affronter, notamment la pandémie. Donc, je dirais il y a ces 2 axes-là. Le rythme de la marque, alors tu mentionnais des marques ultra luxe comme Chanel par exemple, ou Louis Vuitton, et je le disais, elles se sont d'abord investies sur leur point de vente physique. Ça a été la priorité numéro 1. Ensuite, des sites marchands où on avait seulement un listing de produits à la revente et puis pas d'expérience client. Aujourd'hui, avec la pandémie, je pense que depuis déjà, et même un peu avant, pour certaines marques qui sont déjà préparées à préparer une expérience sur le digital et pas seulement du transactionnel, c'est là que ça commence à changer. C'est depuis quelques années que les maisons de luxe véritablement commencent à s'intéresser au digital d'un point de vue consommateur. C'est pour ça qu'on parle souvent de consumer-centric et pas seulement du transactionnel. Et je pense que la pandémie qui est arrivée en 2020 sur l'ensemble
des différents territoires a vraiment, je pense, accéléré une tendance qu'on avait déjà vue depuis quelques années, et notamment sur des marchés comme la Chine. Donc là, cette fermeture de tous ces points de vente physiques, évidemment, a entraîné un changement, je dirais, de stratégie assez complet, nécessaire, même vital, pour que l'industrie puisse survivre dans cette période. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte ici comment on pouvait utiliser l'outil du digital aussi pour rentrer en contact avec les consommateurs, véritablement engagé avec eux, mais en renforçant justement l'expérientiel. Et donc, c'est vrai que cette période a été un accélérateur sur le e-commerce, mais qui était déjà une tendance engagés dans les années précédentes, et pas seulement d'ailleurs sur les sites marchands de marques. Tu mentionnais qu'on pouvait trouver des produits en effet sur le site comme Chanel, mais beaucoup de marques avaient déjà commencé à investir la sphère du digital également sur d'autres plateformes, alors sur Tmall en Chine, donc depuis déjà quelques années, depuis 2017, donc ça fait déjà quelques années que les marques arrivent progressivement sur des plateformes justement B2C, en plus de leur site marchand, et donc elles accélèrent, et elles ont pris, je pense, depuis l'année dernière et depuis quelques années, le sens, en tout cas la réalité de l'omnicanalité. Alors on parle d'omnicanalité ici plutôt en Europe, aux États-Unis, en Chine on parle de new retail, où l'intégration entre l'online et l'offline est beaucoup plus puissante et réelle, parce que le marché est un marché mobile, omni, et donc du coup le consommateur est habitué à faire des transactions via mobile. Donc moi je pense qu'avec justement depuis l'année dernière, cette omnicanalité a pris tout son sens, et donc on a vraiment là des exemples assez concrets d'ailleurs en France, mais aussi à l'étranger pendant cette période où l'omnicanalité a été très utilisée. En France par exemple, Galeries Lafayette a été un acteur qui pendant le premier confinement a utilisé le live shopping par exemple, pour justement pallier à la fermeture des points de vente physiques et donc utiliser les vendeurs des marques, mais leurs vendeurs également en propre, et permettre aux consommateurs de continuer à découvrir des marques, à pouvoir aussi acheter en ligne. J'ai l'impression que les marques de luxe sont plus en avance en Chine ou en Asie qu'en Europe. Est-ce que c'est un sentiment qui est réel ou pas ? Alors oui, évidemment. Alors, le consommateur chinois, c'est déjà le premier consommateur de luxe au monde. Et en 2025, il représentera 50% des achats globaux, totaux de l'industrie du luxe. Alors avant, on s'intéressait aux consommateurs chinois, aux voyageurs chinois, puisque ce sont eux qui achetaient auparavant le plus à l'extérieur de la Chine. Alors avec la pandémie, tout s'est inversé puisque les consommateurs ne pouvant plus voyager ont consommé en Chine directement. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à la Chine depuis très longtemps parce que c'est le premier consommateur de luxe au monde et aujourd'hui ça devient le premier marché du luxe au monde puisque la consommation, ce qu'on appelle le phénomène de rapatriation, se fait en Chine aujourd'hui. Et le digital aussi s'est accéléré puisque c'est le premier marché digital, y compris au sein de l'industrie du luxe, puisqu'on a vu le chiffre d'affaires même total du luxe dans le monde qui est passé de 12 à 23% l'année dernière, mais en Chine, ça s'est même beaucoup plus accéléré qu'ailleurs, et des marques réalisent presque déjà 50% de leur chiffre d'affaires sur le digital. Donc c'est, je dirais, toujours plus de digital, c'est un peu le phénomène, et plus de Chine. C'est un peu les deux axes aujourd'hui qu'on voit vraiment depuis l'année dernière. Écoute, très clair. Est-ce que, alors juste avant on parlait de live shopping, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés ? Alors live shopping, c'est, je dirais, un outil aujourd'hui. Alors ça dépend si on l'utilise si on le considère pour une marque aujourd'hui, c'est un outil d'engagement consommateur, également pour promouvoir que ce soit évidemment des produits ou pour du branding en termes de communication. Donc on a plusieurs stratégies aujourd'hui. Le live shopping, on n'a pas que, par exemple en Chine, on ne vend pas que des produits. On peut aussi vendre, si je peux me permettre, des expériences. Donc le live shopping qu'on voit ici en Europe, c'est vrai que c'est plutôt lié à une tendance de la recherche du chiffre d'affaires, donc du produit lui-même ou des collections. Donc ça, c'est un des outils, mais je pense que en termes de digitalisation, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, j'en parlais d'ailleurs au début, c'est l'expérience client
qui est au cœur du processus de la digitalisation. Et après, on a des outils qui sont utilisés autour justement de ce processus de digitalisation via un nouveau parcours client. Parce que le parcours client, très rapidement, depuis quelques années, on a vu l'évolution du digital qui est arrivé très fort, de plus en plus fort. Et en fait, le parcours client aussi s'est beaucoup transformé pour devenir en effet expérientiel. C'était une tendance qu'on voyait déjà, mais qui s'est accélérée. Et donc, on a utilisé de nouvelles technologies, de nouveaux outils pour engager avec le consommateur. Donc, le live shopping, ça fait partie de ces outils-là. Mais on a aussi des technologies qu'on utilise de plus en plus, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les technologies holographiques, qui placent le consommateur vraiment au cœur de la stratégie de digitalisation des marques. Et c'est ce besoin d'expérience 360 qui crée justement et qui donne ces nouvelles options d'engagement consommateur. Donc et après, tout autour, en effet, on utilise ces outils pour toujours plus de personnalisation. Ça, c'est un exemple de digitalisation efficace. Très clair. Merci Nicolas pour ces explications. Alors, si je me mets à la place d'une marque de luxe, est-ce que en fait, c'est pas antinomique dans le sens où j'essaye de promouvoir ma marque sur le digital de façon mainstream, mais je reste un produit de luxe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour elle de devenir, alors le terme va être un peu fort, mais banal en fait? Alors, je pense qu'à ce niveau, on a deux choses. D'abord, ce qui est important, c'est le choix des plateformes. Parce que ce que tu parles, ce que tu mentionnes, c'est aussi le contrôle de la brand equity notamment. Donc, c'est aussi un choix de plateforme. Donc, moi, je pense que le choix est essentiel et je pense que les marques se doivent de choisir des plateformes qui leur permettent d'entièrement contrôler leur environnement, que ce soit d'ailleurs leur contenu, leur distribution, leur prix, leur logistique, leur communication. Donc, vraiment le contrôle, et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est d'abord la stratégie, le choix de la plateforme. Ensuite, pour protéger, je pense, la brand equity de la marque, parce que c'est vraiment une demande de nos partenaires et c'est le but numéro un, surtout sur des territoires comme la Chine. Et donc, pour protéger cette brand equity, là aussi, il faut vraiment avoir un niveau de contenu, proposer en tout cas un contenu qualitatif et engageant. C'est ce qui va faire en sorte aussi que l'expérience en ligne va devenir immersive et pas seulement informative, parce que c'est vraiment ce que recherche aujourd'hui le consommateur. Et on met l'accent sur la création, le savoir-faire, mais on le mélange aussi à l'innovation et au digital. C'est ça qui va faire justement qu'on va faciliter l'accès à ces consommateurs grâce au digital, grâce à l'innovation, cette présence digitale donc qui est accessible partout, quel que soit le territoire. Mais on met également en avant les valeurs de la marque qui sont extrêmement importantes, son savoir-faire et son héritage. Ça permet justement à la marque de toujours rester connectée avec son consommateur en protégeant sa brand equity, en protégeant évidemment ses atouts, ses assets. Si tu avais, alors je sais que Banous est écouté par beaucoup d'étudiants en digital, ceux qui font des études de marketing digital, est-ce que tu pourrais, si on avait un cas pratique en fait pour une marque de luxe qui souhaiterait se lancer sur le digital, quels seraient les 3, les 5 points à respecter? D'abord, je dirais, il y a plusieurs points. Maximiser sa présence digitale, c'est d'abord avoir une stratégie très claire, avoir une équipe évidemment forte sur le sujet, et enfin avoir des partenaires. Si sur certains marchés, on parlait de la Chine par exemple, avoir le bon partenaire. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le schéma d'ensemble. Et donc après, il y a plusieurs éléments concrets sur un projet qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. D'abord, je dirais, pour avoir une certaine réussite, il faut d'abord connaître les écosystèmes. En tout cas, connaître les partenaires et commencer à appréhender comment vous allez engager avec le consommateur. Donc, c'est ce que je disais, c'est le choix de la plateforme. C'est-à-dire, vous allez arriver sur une plateforme, comment vous allez engager avec le consommateur et quels vont être les freins ou pas, ou s'il y en a d'ailleurs, avec justement cet engagement consommateur. Donc, le choix des partenaires, des plateformes notamment, c'est très important
pour certains marchés comme la Chine, vous avez besoin d'un partenaire aussi opérationnel pour pouvoir justement travailler sur une plateforme telle que Tmall. Et donc, ça nécessite là aussi, pas seulement une connaissance du marché, des écosystèmes, etc., mais une connaissance évidemment de ses partenaires, et en tout cas un choix qui va être décisif dans la réussite, le succès d'un projet, par exemple, sur un map flagship sur Tmall. Et ensuite, je dirais, connaître vos consommateurs. Parce que du coup, votre stratégie, elle dépend clairement de la connaissance que vous allez avoir. Et donc, évidemment, la digitalisation va vous permettre d'accélérer cette connaissance, d'améliorer cette connaissance, surtout sur des marchés où vous avez accès à des datas complètes. Mais en tout cas, connaître ses consommateurs, ça fait partie de cette stratégie. Et donc, il faut savoir à quelles audiences vous allez justement communiquer et engager. Et si vous ne connaissez pas déjà, vous n'avez pas cette stratégie d'audience clairement définie, ça va être très compliqué d'arriver sur un marché ultra compétitif. Donc ça aussi, c'est très important. Et enfin, dernier point, le contenu. J'ai beaucoup parlé du contenu de marque qui est déployé et je pense que c'est valide pour l'ensemble des territoires. Les contenus que vous allez mettre en avant doivent être des contenus, alors évidemment qualitatifs, mais variés, beaucoup de contenu vidéo, parce qu'il faut parler aux plus jeunes. Donc là aussi, les Gen Z adorent le contenu vidéo, mais également les millennials. Donc en général, les jeunes générations donc recherchent ce type de contenu, des interactions, des innovations. Donc là aussi, le type de contenu et d'interaction ou d'innovation que vous allez apporter, ça va être très important. Et il ne faut pas oublier aussi que vous mettez du contenu toujours en pensant à la marque, aux valeurs de la marque. Ne jamais oublier ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que la marque représente. Et donc ça aussi, le savoir-faire, l'héritage, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier pour ne pas se perdre dans la masse sur un marché, sur des marchés d'ailleurs, qui sont ultra compétitifs aujourd'hui. D'accord, alors je comprends bien, merci pour ce partage d'informations. Ouais, il est évident qu'une entreprise de luxe va, quand bien même elle utiliserait le net pour promouvoir ses produits, elle ne va pas se mettre à faire de l'emailing de masse et de l'affiliation avec des bons de réduction et utiliser tous les leviers qu'un retailer classique pourrait utiliser. Écoute, je saute du coq à l'âne, mais par pure curiosité, à Alibaba, vous êtes combien en France ? Alors en France, on est un peu moins d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Donc le bureau, on a fêté le 5e anniversaire du bureau Alibaba France en fin d'année dernière. Et sur le luxe, par exemple, l'équipe luxe, moi je suis arrivé depuis 3 ans. Et le projet Luxury Pavilion, qui est notre plateforme luxe, a été initié seulement fin 2017. Donc auparavant, on n'avait pas de marque, en tout cas, ou très peu de marques de maisons de luxe sur Tmall, par exemple. Donc vous voyez, c'est un projet qui a initié finalement très tard. Et le bureau France aussi, la globalisation, c'est vraiment à l'extérieur de la Chine, la présence d'Alibaba à l'extérieur de la Chine, finalement, cette globalisation a initié depuis seulement 5 ans. Donc finalement, depuis très peu de temps pour un groupe qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Alors ça paraît peu et beaucoup à la fois, mais en même temps, pour un groupe qui génère plus d'1 trillion d'US dollars de volume d'affaires, ça paraît finalement très très peu. Donc on est une petite équipe sur plusieurs business units, moi sur le B2C sur Tmall, mais on a également d'autres représentants sur Alipay, sur le cloud, sur AliExpress, sur d'autres plateformes de voyage, Fliggy. Donc on a la chance en France, sur le bureau France en tout cas, d'avoir plusieurs business units qui travaillent ensemble, qui collaborent avec des partenaires en France. Alors, pour la plupart, on accompagne ces marques sur la Chine, mais pour d'autres, on a aussi des marchands chinois qu'on accompagne également sur l'Europe et sur l'étranger. C'est notamment le but d'AliExpress ou de plateformes B2B comme Alibaba.com. Écoute, merci beaucoup. Alors, dernière question, si on veut suivre l'actualité du luxe sur le digital, les plateformes, l'actualité chinoise, où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. En général, j'essaie de poster le maximum d'informations. Nous avons également le LinkedIn et Twitter également de Alibaba Europe, depuis peu d'ailleurs, mais ce qui est très intéressant. Vous pouvez suivre également, il y a du contenu très intéressant sur alizila.com,
banous.com, qui est notre média où nous postons énormément de contenu, notamment, et donc qui permet de suivre l'actu digitale et pas que d'ailleurs sur la Chine et sur notre écosystème. Très intéressant. Et puis après, malheureusement, je fais beaucoup de workshops pour des marques, pour des groupes qui sont internes, malheureusement pas toujours publiés à l'extérieur des groupes, mais en tout cas voilà, et on a la chance d'être invité comme tu l'as fait d'ailleurs, nous inviter pour parler de notre expérience et parler un peu du visage de cette digitalisation, surtout sur l'industrie du luxe, qui est encore assez mal connue. Écoute, merci beaucoup Nicolas, et puis je suis certain qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble de plein d'autres thématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.